D'abord, je tiens à remercier M. Sawicki pour l'invitation qu'il m'a adressée et qui me permet de découvrir au premier étage de ce café une réunion extrêmement sympathique avec des auditeurs qui sont attentionnés et qui attendent que je leur donne la vérité pure et dure telle que je la connais. Rassurez-vous, elle ne sera ni pure ni dure. En tout état de cause, je dois également me réjouir de me trouver tout simplement parmi vous, puisque vous êtes tous intéressés par l'histoire des États-Unis et qu'en conséquence, je me sens dans une atmosphère familière. Une atmosphère familière, mais en même temps une atmosphère dramatique, pour ne pas dire tragique, parce que la guerre de sécession, c'est certainement la période la plus tragique dans l'histoire des États-Unis. J'insiste bien là-dessus, parce que aujourd'hui, beaucoup d'Américains, même parmi les jeunes qui vont encore à l'école, au collège, à l'université, ne savent pas très bien dater la guerre de sécession. C'est quand même extraordinaire de penser que l'histoire telle qu'elle est enseignée aux États-Unis et malheureusement telle qu'elle est de plus en plus enseignée en France ne permet pas aux jeunes générations de connaître complètement le passé, leur passé, le passé de leur famille, mais aussi le passé de leur nation. Alors, la guerre de sécession, c'est, comme vous le savez, un événement qui s'est produit en 1861, qui a duré 4 ans, jusqu'en 1865. Mais je voudrais quand même commencer par dresser le tableau de ce qu'étaient les États-Unis en 1860. En 1860, les États-Unis, c'est une nation qui regroupe 31 millions d'habitants. 31 millions d'habitants, c'est peu, hein, c'est moins à l'époque que la population française. Et c'est 10 fois moins que la population des États-Unis d'aujourd'hui, qui dépasse les 330 millions. Donc 31 millions d'habitants qui sont répartis depuis la côte atlantique jusqu'à la côte pacifique. Et d'autre part, c'est un pays qui s'est formé peu à peu. Prenons par exemple le cas de la Californie. La Californie est entrée dans l'Union en 1848, c'est-à-dire 12 ans avant la crise qui aboutit à la guerre de sécession. Si vous prenez le cas du Texas, c'est 1845. La Floride, c'est à peu près la même date. C'est-à-dire que c'est un État qui s'est constitué peu à peu. Et au fond, en 1860, on n'était pas très loin de la fondation même des États-Unis, puisque la déclaration d'indépendance date de 1776, c'est-à-dire, si je calcule bien, 24 et 60, c'est-à-dire 84 ans, juste avant la guerre de sécession. Et il est évident que les Américains de cette époque ne ressemblent pas tout à fait aux Américains d'aujourd'hui. Certes, il y a eu une immigration très importante qui s'est manifestée à partir du milieu du 19e siècle, mais c'est une immigration qui est essentiellement européenne. Il n'y a pas de latino-américains, il n'y a pas d'asiatiques. Autrement dit, la population de cette époque ne ressemble pas du tout à la population d'aujourd'hui. Ce sont d'autres Américains et ce sont d'autres États-Unis en 1860. Et alors, pourquoi 1860? Qu'est-ce que cela représente? Eh bien, c'est une date importante dans l'histoire politique parce qu'un président vient d'être élu. Ce président s'appelle Abraham Lincoln. Et Abraham Lincoln sera, déjà à cette époque-là, le premier président républicain aux États-Unis. Alors républicain, ça ne veut pas dire que les États-Unis sont une monarchie, c'est tout le contraire, puisqu'ils se sont révoltés contre la monarchie anglaise. C'est une république. Mais républicain, c'est un parti politique. C'est un parti politique qui a été créé juste quelques années avant l'élection de Lincoln et qui a pour but de stimuler le développement industriel, en général l'essor économique, mais qui a aussi pour but
de libérer les États-Unis de ce que les républicains considèrent comme une tâche regrettable, c'est-à-dire l'esclavage. Mais l'esclavage, encore une fois, ça n'est pas dans le même esprit que nous pouvons avoir aujourd'hui, en 2022. L'esclavage, c'est avant tout une conception qui correspond au développement des États-Unis, c'est-à-dire qu'il semble nécessaire pour un pays qui est aussi grand pratiquement que ce qu'il est aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une main-d'œuvre abondante et de préférence une main-d'œuvre qui ne coûte pas cher. Alors les esclaves servent précisément à fournir cette main-d'œuvre, c'est-à-dire que ça semble indispensable à l'essor économique des États-Unis. Mais les premiers esclaves noirs ont débarqué aux États-Unis en 1620. C'est pour ça que dans les chroniques américaines qu'on évoquait tout à l'heure, je commence par réfléchir ou par donner des informations sur Pocahontas. Pocahontas n'était pas noire, Pocahontas était une princesse indienne. Mais au moment où précisément on parle de Pocahontas, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle, arrivent les premiers esclaves noirs. Et ces esclaves noirs ont été transportés depuis l'Angola, c'est-à-dire qu'il y a eu des rafles d'esclaves. Ce sont d'ailleurs des royaumes noirs qui vendent des esclaves noirs, et ces esclaves noirs sont transportés de l'autre côté de l'Atlantique, du côté des colonies portugaises, espagnoles, accessoirement du côté des colonies anglaises, mais à vrai dire, pour les colonies anglaises, c'est tout à fait secondaire. Le marché n'est pas suffisant. Alors ce qui se passe en revanche, c'est que lorsque les bateaux quittent l'Angola pour traverser l'Atlantique, eh bien, ils sont souvent attaqués par des bateaux pirates. C'est-à-dire qu'au fond, des bateaux qui ont pour but de voler la marchandise, une marchandise en très mauvais état, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que le transport des esclaves d'un côté de l'Atlantique à l'autre au début du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'on entasse des hommes, des femmes et des enfants en fond de cale, et le voyage dure des mois. Ce qui veut dire qu'à l'arrivée, il y a à peu près la moitié, ou en tout cas un bon tiers de la cargaison qui a disparu, tout simplement parce qu'ils sont morts. Mais il n'empêche que c'est quand même un commerce profitable. Et le commerce est essentiellement entre les mains des Hollandais, des Portugais, un peu des Français, mais pas beaucoup, un peu des Anglais, mais pas beaucoup. Et il se trouve que les pirates qui attaquent le bateau négrier qui transporte les esclaves en 1620 est un bateau qui est inscrit parmi les bateaux hollandais et qui va livrer tout simplement sa marchandise du côté des colonies anglaises. Donc ça veut dire que les premiers esclaves arrivent en 1620. Et au même moment, dans le nord de ces colonies, c'est-à-dire dans ce qui est aujourd'hui le Massachusetts, arrivent les pèlerins, c'est-à-dire ces protestants anglais qui fuient l'Europe parce que leur protestantisme ne correspond pas exactement au protestantisme dominant en Angleterre ou en Hollande, et ces protestants qui sont des dissidents, qui sont des puritains, fondent à leur tour une colonie. Ce qui veut dire qu'il y a en 1620 une colonie au sud, dans la Virginie, qui reçoit des esclaves, qui va en somme essayer de prospérer, non pas avec du coton, parce que le coton au XVIIe siècle ça n'existe pas, avec du tabac. Donc dans des plantations de tabac, et au nord, ce sont des puritains qui, eux, ont pour but de créer une nouvelle Jérusalem. Et regardez par exemple les noms des villes dans le nord, ce sont des villes qui ont toujours des noms bibliques, parce que ces puritains pensent qu'ils représentent une sorte de vague nouvelle qui a pour but en somme de créer un monde nouveau. Donc il y a déjà
une opposition entre le nord et le sud. Et petit à petit, dans le sud, c'est-à-dire en Virginie, on cultive le tabac, on a besoin de main-d'œuvre, on fait venir d'autres esclaves, et petit à petit, le nombre des esclaves augmente. Alors il augmente parce que on achète de nouveaux esclaves, et il augmente aussi tout simplement par la croissance naturelle. Ce qui veut dire qu'au moment où les Américains proclament leur indépendance, il y a 750 000 Noirs qui habitent, pour 90% d'entre eux, dans les colonies du Sud. 750 000 Noirs sur 4 millions d'habitants. Donc ça veut dire une forte proportion. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on proclame son indépendance? Qu'est-ce qu'on fait avec ces esclaves? D'abord, on considère que les esclaves sont indispensables, parce que les esclaves cultivent les plantations de tabac ou les plantations de riz. Et puis à partir du début du 19e siècle, c'est le coton. Alors là, le coton, c'est véritablement l'exploitation qui rapporte. Il faut absolument avoir beaucoup d'esclaves, il faut que ces esclaves travaillent dans les plantations de coton, et ça devient une sorte d'exigence numéro 1 de tous ceux qui habitent au sud. Alors il y a la Virginie. La Virginie, vous savez, elle tire son nom de la reine Élisabeth Ière, qu'on considérait comme la reine vierge. Ça, je ne suis pas allé voir, mais c'est la Virginie qui reçoit un certain nombre d'esclaves et qui produit aussi un certain nombre d'esclaves. Et puis il y a d'autres colonies comme la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie. Alors surtout ne dites pas la Géorgie, parce que la Géorgie a été nommée en fonction du roi Georges II. Donc il n'y a aucune raison de l'appeler la Géorgie, qui a été pendant un temps une république socialiste soviétique et qui est aujourd'hui une république indépendante. Donc ce n'est pas la Géorgie, c'est la Géorgie. Donc vous avez toute une série de colonies qui se sont révoltées, qui sont devenues des États et qui font reposer leurs activités économiques sur le coton, et le coton nécessite l'esclavage, du moins le croit-il. Et bien entendu, les 750 000 Noirs qui existaient lors de la proclamation de l'indépendance, c'est-à-dire en 1776, sont devenus 4 millions en 1860, c'est-à-dire quelques années plus tard, quelques décennies plus tard. Mais j'ajouterais quand même quelque chose qui doit nous étonner, c'est que les pères fondateurs, George Washington, Thomas Jefferson, ce sont des propriétaires d'esclaves. C'est-à-dire que l'un et l'autre habitaient la Virginie, l'un et l'autre avaient des esclaves. Thomas Jefferson allait même jusqu'à avoir une maîtresse noire, et il a eu des enfants mulâtres. Autrement dit, ça faisait partie de la société de l'époque. Mais à partir de 1808, il est interdit par les Anglais de procéder à la traite internationale, donc on ne peut plus acheter d'esclaves à l'extérieur. Et depuis cette époque-là, il y a un mouvement qui est né aux États-Unis et qui propose, qui réclame la libération des esclaves. C'est-à-dire, au fond, la fin du système esclavagiste. Inutile de vous dire que ceux qui ont cette idée et qui la diffusent proviennent du nord des États-Unis et non pas du sud. Dans le sud, c'est impossible de dire une chose pareille. On ne va pas dire il faut libérer les esclaves, ça n'a pas de sens. Parce que si on libère les esclaves, ça veut dire qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, les Américains ont une idée. C'est de créer un État en Afrique et de renvoyer les Noirs américains en Afrique. Et cet État, il existe encore aujourd'hui. Il porte un nom prédestiné, il s'appelle le Liberia. Et si vous regardez bien, le Liberia a pour drapeau un drapeau qui ressemble au drapeau des États-Unis. Le Liberia a été créé en 1821. Donc ça veut dire que le président des États-Unis qui a eu cette idée, qui l'a mise en route, c'est le président Monroe,
Et c'est pour ça que la capitale du Liberia s'appelle Monrovia. Voilà. Donc ce soir, vous avez appris quelque chose de formidable, que vous allez retenir jusqu'à la fin de vos jours. Monrovia, Liberia, le drapeau américain. Mais quand même, est-ce que ça veut dire que tous les esclaves peuvent retourner au Liberia? Certainement pas. Parce que les propriétaires d'esclaves tiennent beaucoup à conserver leur main-d'œuvre. Comment est-ce qu'ils pourraient cultiver le coton s'il n'y avait pas la main-d'œuvre noire? Cette main-d'œuvre noire est indispensable. Elle fait partie du capital. Alors ça ne veut pas dire, bien entendu, que tous les sudistes sont des propriétaires d'esclaves. Il y a des catégories plus ou moins avantagées, plus ou moins riches. Il y a des propriétaires qui peuvent avoir plusieurs dizaines d'esclaves, et puis d'autres qui en ont 4 ou 5. Mais si vous voulez vous rendre compte de ce qu'est l'atmosphère dans ces États du Sud, je vous conseille de lire ou de relire le livre de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent, qui décrit très bien la situation des États du Sud avant la guerre de sécession et aussi pendant la guerre de sécession. Entre parenthèses, aujourd'hui, Margaret Mitchell est considérée comme un auteur à ne pas fréquenter quand on est aux États-Unis parce qu'elle ne correspond pas au wokisme, c'est-à-dire qu'elle ne dénonce pas l'esclavage, elle le décrit. Donc ça veut dire que Margaret Mitchell est très mal vue aujourd'hui. Mais comme nous ne sommes pas aux États-Unis, je peux le dire, je peux en parler, hein, donc personne ne m'en voudra. Donc c'est pour vous dire en tout cas qu'en 1860, il y a 2 sortes d'États-Unis. Il y a les États-Unis du Nord, qui reposent sur le commerce, sur le début de l'industrie, sur les communications qui commencent à s'étendre. C'est l'époque où Andrew Carnegie, qui est arrivé avec sa famille en 1848, fabrique petit à petit la richesse qui va en faire l'un des hommes les plus riches des États-Unis à la fin du XIXe siècle. Et puis au sud, vous avez une civilisation plutôt rurale qui bénéficie des activités du coton, et le coton se vend en Europe. Et les principaux marchés du coton en Europe, c'est la Grande-Bretagne et la France. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont les 2 pays qui ont les relations les plus étroites avec les États du Sud, c'est-à-dire avec les États racistes, ségrégationnistes, des États qui utilisent la main-d'œuvre noire. Alors, les hommes politiques, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Les hommes politiques, ils représentent leurs électeurs. Donc, il y a des partis qui voudraient une amélioration du sort des Noirs. Il y a un parti qui voudrait que les Noirs repartent tous au Liberia. Et puis, en 1854, apparaît un tout nouveau parti qui est le parti républicain. C'est le même parti qu'aujourd'hui. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, il est un peu moins à gauche, je crois, qu'il ne l'était en 1854. Donc en 1854, le parti républicain a pour programme non seulement l'essor économique du pays, mais aussi la libération des Noirs. Encore une fois, avec toujours cet équivoque. Hein. Qu'est-ce qu'on fait des Noirs une fois qu'ils sont libérés? Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les renvoie? Et jusqu'en 1863, le principal représentant du parti républicain, c'est-à-dire Abraham Lincoln, ne sait pas très bien quoi faire des Noirs. Hein. Enfin, pour l'instant, le parti républicain apparaît comme la formation politique qui ne veut pas le maintien du statu quo, qui veut en somme un changement dans la société, mais un changement qui affecterait plutôt les États du Sud que les États du Nord, et par conséquent, dans les États du Sud, on ne vote pas républicain. On n'aime pas les républicains, on considère que les républicains sont des adversaires, et qu'en conséquence, il n'y a aucune raison de choisir un président parmi les républicains. Or, aux élections présidentielles de 1860, eh bien c'est Lincoln qui est élu. Alors pourquoi il est élu?
puisqu'il y a une partie de l'Amérique qui ne veut pas de lui, bon, pour une raison que vous devinez sans doute, c'est qu'en face, c'est la division qui prévaut. Il y a plusieurs candidats qui sont anti-Lincoln, mais comme ils sont anti-Lincoln, bah, ils perdent la bataille. Et Lincoln peut être élu avec un nombre, avec un nombre de votes qui ne correspond pas à la majorité de la population, mais qui est suffisante pour pouvoir le placer jusque dans la Maison-Blanche. Donc ça veut dire que Lincoln est élu en 1860, et la réaction immédiate des États du Sud, il y en a 11 dans ce cas, la réaction immédiate, c'est de dire « Nous ne pouvons pas accepter de rester dans l'Union quand le président des États-Unis s'appelle Abraham Lincoln et qu'il est le représentant du Parti républicain et qu'il veut en somme réduire l'esclavage ou le supprimer, c'est encore pire, donc c'est-à-dire porter atteinte à la société, à l'économie des États du Sud. Et ces États du Sud, ils sont au nombre de 11. Alors, il y a 4 États du Sud qui ne suivent pas les 11, peu importe leur nom, il y a le Kentucky par exemple, qui est dans ce cas, mais ça veut dire que dans ces États-là, dans les 11 États, il y a cette volonté de s'opposer à Lincoln et par conséquent de ne plus faire partie de l'Union, c'est-à-dire de faire sécession. Voilà le mot qui arrive, sécession. Faire sécession, c'est-à-dire devenir une entité indépendante, avec un drapeau que vous pouvez encore voir aujourd'hui parfois dans les manifestations, un drapeau qui représente la Confédération, et dans la Confédération, on reproduit les institutions nationales, c'est-à-dire qu'il y a un président, il y a un vice-président, il y a un congrès, et c'est un nouveau pays, mais qui a une idée en tête, et cette idée en tête, c'est de sauvegarder l'esclavage pour maintenir la culture du coton, pour maintenir les fondements même de cette société, c'est-à-dire pour s'opposer à ces nouveautés révolutionnaires, insupportables, républicaines, qui viennent de se manifester dans l'élection de 1860. Donc pour les États du Sud, il n'y a aucune raison de rester dans l'Union, il y a toutes les raisons du monde de la quitter. Alors, vous devinez l'attitude de Lincoln. Il vient d'être élu président des États-Unis, il va habiter la Maison-Blanche, il a prêté serment sur la Constitution des États-Unis. Est-ce qu'il peut accepter comme cela que 11 États décident de s'en aller de la fédération et non pas de la confédération. La confédération, c'est le Sud. Donc, il insiste pour que les États restent dans l'Union, il n'y parvient pas, et finalement, de fil en aiguille, si l'on peut dire, les États du Sud s'arment et considèrent qu'il n'y a qu'un moyen pour eux de défendre leur liberté et leur indépendance, c'est de faire la guerre pour montrer à Washington, à la capitale fédérale de Washington, qu'ils sont désormais indépendants, qu'ils n'obéissent plus du tout au président des États-Unis, qu'ils forment une nouvelle nation. Alors évidemment, vous allez me dire, mais c'est très bien de former une nouvelle nation, de déclarer tout ce que l'on veut, mais comment est-ce que cette nouvelle nation peut continuer à vivre, comment ses citoyens peuvent continuer à s'enrichir? Ben, c'est très simple, répond-on dans le Sud. Nous avons le coton. Le coton, c'est notre matière première, mais c'est aussi notre instrument capital, parce que les puissances européennes, je vous le rappelle, la France, la Grande-Bretagne, ont besoin du coton, et par conséquent, elles vont nous soutenir. Et nous avons un élément fondamental, capital, décisif pour nous imposer dans le monde de 1860.
Et cet élément capital, c'est la diplomatie du coton. Alors, évidemment, si vous viviez à cette époque en France, vous vous diriez, bah, sans le coton américain, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'à l'époque, le coton égyptien, c'était pas encore très développé. Donc le coton américain, c'était la matière première, celle dont on avait vraiment besoin. C'est la même chose d'ailleurs du côté de l'industrie textile de Grande-Bretagne. Donc il y a une sorte de neutralité qui se manifeste en Europe, parce qu'on se dit, finalement, si les États du Sud veulent être indépendants, du moment qu'ils continuent à nous fournir le coton, nous on se fiche de savoir qu'ils maintiennent ou non l'esclavage. Hein. Donc autrement dit, la France a aboli l'esclavage définitivement, comme vous le savez, j'en suis certain, en 1848. Elle l'avait déjà fait en 1794, mais enfin, entre-temps, ça avait été rétabli. Donc la France est anti-esclavagiste, mais d'un autre côté, si on peut profiter de la diplomatie du coton, on n'est pas contre. Hein. Et puis, c'est la même chose du côté de la Grande-Bretagne. Donc, ça fait des arguments pour. Et puis, la France de cette époque, c'est la France de Napoléon III. Hein. La France de Napoléon III a une idée derrière la tête, qui est de, si les Américains se divisent, d'un côté la fédération, de l'autre côté la confédération, ça veut dire qu'ils vont s'affaiblir. Donc s'ils s'affaiblissent, ça permettra à la France de prendre pied sur le continent américain. Et sur le continent américain, il y a un pays qui attire beaucoup la France de Napoléon III, c'est le Mexique. Alors, si on pouvait constituer un empire du Mexique, on y mettrait éventuellement un empereur d'origine allemande, ça c'est pas grave, mais ça serait quand même une succursale, pourrait-on dire, de l'Empire français. Donc, pour Napoléon III, la ségrégation, la sécession, c'est pas grave, hein, on s'arrangera avec ça. L'essentiel, au fond, c'est que les intérêts de la France soient protégés. Les Anglais sont un petit peu plus modérés, parce que d'abord, ils n'ont pas d'ambition sur le Mexique, et ensuite parce que parmi les Anglais, il y a tout un mouvement qui est favorable à la libération des esclaves. Mais là encore, les Anglais ne cherchent pas trop à se mêler de cette affaire et ils laissent les choses aller leur train. Et alors aller leur train, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que sur place, la fédération, c'est-à-dire Lincoln, mobilise. On mobilise puisqu'il y a 11 États qui ont décidé de quitter la fédération. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre sur ces États l'autorité nationale. On ne peut pas laisser faire les choses comme ça. Mais si la fédération mobilise, la confédération mobilise aussi. Autrement dit, vous avez petit à petit deux États qui vont s'opposer l'un à l'autre alors qu'ils forment, en principe, une seule et même nation. Et ces deux États qui vont s'opposer l'un à l'autre entrent dans ce que l'on appelle une guerre civile. Donc c'est pour ça que très souvent la guerre de sécession aux États-Unis, ça devient la Civil War, c'est-à-dire la guerre civile, qui représente en somme cette bataille que des Américains livrent à d'autres Américains. Comprenez bien cela. Il n'y a pas d'intervention étrangère, sauf quelques volontaires, que ce soit français, allemands ou anglais, qui sont allés combattre d'un côté ou de l'autre, suivant les cas, mais il n'y a pas d'intervention étrangère massive. Ce sont bien des Américains qui combattent d'autres Américains. Et toujours avec cette perspective de faire triompher leur objectif politique pour l'Union, c'est-à-dire la fédération Washington-Lincoln. Il s'agit de remettre en place un État unitaire, et pour le Sud, c'est-à-dire la Confédération, il s'agit de réussir à se séparer des États du Nord et un peu de l'Ouest, parce que l'Ouest n'est pas encore véritablement conquis, pour pouvoir en somme mener une politique indépendante. Donc c'est bien une guerre civile, c'est bien des Américains qui vont combattre d'autres Américains. C'est bien des Américains qui tuent d'autres Américains.
et qui les tue avec des moyens qui sont de plus en plus sophistiqués. Parce que, au départ, les sudistes pensaient qu'avec leurs origines chevaleresques, ils pourraient facilement repousser les assauts des nordistes. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, là, on utilise des armes qui sont de plus en plus efficaces. Depuis une trentaine d'années, les revolvers sont non seulement en vente libre, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais ça veut dire quand même qu'ils ont été perfectionnés. Depuis une trentaine d'années, on a des revolvers qui tirent 5 ou 6 coups. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les réarmer à chaque fois. Ça veut dire aussi que les fusils sont plus efficaces. Ça veut dire que les canons sont plus efficaces. Ça veut dire aussi qu'on fait quelques expériences. 2 expériences qui vont laisser des traces. La première, c'est l'expérience des mitrailleuses. Alors, les mitrailleuses fonctionnent très mal à cette époque-là. Ce sont des mitrailleuses Gatling qui ne rendent pas, en somme, les services qu'on peut attendre des mitrailleuses. Mais, et puis, la deuxième expérimentation, c'est que non seulement la guerre, elle se déroule sur le continent américain, mais elle se déroule aussi sur les fleuves, par exemple sur le Mississippi. Elle se déroule aussi sur la mer, c'est-à-dire dans le golfe du Mexique, dans l'Atlantique. Est-ce que vous avez déjà vu le tableau de Manet qui s'appelle c'est-à-dire le terme, je cherche le terme en français, ça s'appelle la disparition du Kearsarge, c'est-à-dire c'est 2 navires, un navire du nord et un navire du sud, qui s'affrontent sur les mers. Et vous savez où? Au large du Cotentin. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une guerre atlantique, c'est une guerre occidentale. Mais c'est une guerre dans laquelle seuls les Américains interviennent. Les Français n'interviennent pas. Édouard Manet s'est contenté de peindre. Il n'est pas allé au secours ni des uns ni des autres. Hein. Donc, et les Anglais, c'est pareil. Donc ça veut dire que vous avez là des forces militaires qui sont de plus en plus puissantes et qui aboutissent à des véritables catastrophes humanitaires, c'est-à-dire à des massacres, parce que la guerre se fait avec beaucoup d'entrain, et puis avec de nouvelles armes, et tout cela aboutit à des morts par milliers. Je vais simplement vous donner un chiffre. Simplement un chiffre qui nous fait réfléchir. C'est qu'au total, la guerre de sécession aurait fait, parce qu'on n'est pas tout à fait certain, environ 700 000 morts. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? 700 000 morts sur une population de 31 millions d'habitants. Les États-Unis n'ont jamais, depuis lors, connu de guerre qui ait entraîné plus de morts que la guerre de sécession. La Seconde Guerre mondiale, c'est dans les 450 000 morts américains. La guerre du Vietnam, c'est dans les 50-60 000 morts. La guerre de Corée, un peu moins. Mais la guerre de sécession, c'est 700 000 morts. Et qui a tué les 700 000 morts? Des Américains qui ont tué d'autres Américains. C'est-à-dire que c'est véritablement une catastrophe humanitaire, une catastrophe nationale, quelque chose en somme qui ne peut pas ne pas laisser des traces profondes. Et quand les anciens combattants ont survécu à ce massacre, il y a un grand nombre de blessés qui vont continuer à vivre jusqu'au début du XXe siècle. La guerre s'arrête en 1865, ça veut dire que 35 ans ou 40 ans plus tard, il y a encore des mutilés de la guerre de sécession qui survivent et qui vivent comme ils peuvent avec leurs blessures et souvent d'ailleurs leurs difficultés financières. C'est-à-dire que c'est une trace profonde dans l'histoire des États-Unis. Et c'est une... Pourquoi? Parce que tout cela, parce que la guerre s'est faite d'une manière très brutale, sans aucune concession d'un côté ou de l'autre,
avec la volonté dans chaque camp de l'emporter le plus rapidement possible et de telle façon que la victoire soit au bout du chemin. Et ça a duré pendant 5 ans. Pendant 5 ans, c'est-à-dire que les armées du Sud ont parfois envahi le territoire du Nord, puis les armées du Nord ont envahi le territoire du Sud, et vous avez, puisque je citais tout à l'heure Margaret Mitchell, vous avez une excellente description de la marche sur Atlanta. Atlanta, c'est en Géorgie. La marche sur Atlanta qui est menée par le général Sherman. Avant d'être le nom d'un tank, c'était le nom d'un général. Donc le général Sherman conduit ou commande la marche sur Atlanta, détruit tout sur son passage, et surtout y compris les chemins de fer, parce qu'avec les chemins de fer, c'était le transport des marchandises, voire le transport des soldats. Donc l'armée de Sherman tord les rails de telle façon qu'on ne puisse pas les remettre en état. Tout cela en somme pour vous montrer la brutalité du conflit qui oppose le Nord et le Sud à mesure que les années passent. Et alors vous allez me dire, les esclaves pendant ce temps-là, les esclaves du Sud continuent à travailler dans les plantations. Et les soldats, ou les officiers plus exactement du Sud, continuent à avoir à disposition leurs esclaves, leurs domestiques, qui les aident en somme dans leur carrière militaire. Mais pas question dans le Sud d'armer les Noirs. Parce que si vous armez les Noirs, ça veut dire que vous préparez une révolte servile. Et dans toutes les civilisations qui reposent sur l'esclavage, rien n'est plus détestable, pense-t-on, que la perspective d'une révolte servile. Donc surtout pas armer les Noirs. Peut-être, en fin de compte, à partir du mois de mars 1865, c'est-à-dire un mois avant la fin de la guerre, les sudistes se disent ouais, vraiment on a besoin d'hommes, on n'en a pas assez, on va constituer des unités noires, mais franchement, ces unités noires sont squelettiques, elles ne servent à rien dans le Sud. En revanche, dans le Nord, oui, on fait appel à des Noirs. On fait appel à des Noirs qui sont embrigadés. Et toujours avec cette idée que, d'accord, on va les embrigader, mais on ne va quand même pas leur donner tous les droits des Blancs. Même dans le Nord, hein, même Lincoln et compagnie. C'est-à-dire qu'on se méfie des Noirs. Et pour aller un peu plus loin, vous savez peut-être que la déségrégation dans l'armée américaine date de 1948. C'est-à-dire que les Noirs, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont combattu dans des unités séparées. Et quand il y a, je fais une parenthèse pour vous montrer l'importance de ma remarque, qui va vous laisser, j'espère, pantois, c'est que au cours du débarquement de Normandie, il n'y a pas de Noirs. Les Noirs débarquent un peu après et servent essentiellement comme camionneurs. C'est-à-dire qu'on évite en toute la mesure du possible de créer des unités noires, parce que créer des unités noires, ça veut dire donner des armes aux Noirs. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire, les Noirs? Est-ce qu'ils ne vont pas se révolter? Est-ce qu'en somme, en donnant des armes aux Noirs, est-ce que l'on ne va pas précisément aboutir au résultat contraire de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire l'unité d'un pays? Et ça, c'est l'un des dilemmes qu'affronte Abraham Lincoln. Parce que son but, je le répète, ça n'est pas de supprimer l'esclavage. J'ai jamais dit ça, moi. Hein. J'ai dit simplement, son but, c'est d'éviter la rupture entre les États du Sud et les États du Nord, c'est-à-dire de rétablir l'union. Alors, qu'est-ce qu'on fait des Noirs? C'est-à-dire qu'à mesure que les années passent, on se demande si on va pouvoir déclarer que les Noirs sont désormais libres. Est-ce qu'on peut faire ça? Là, il y a beaucoup de réticences.
En 1862, c'est-à-dire la guerre a commencé depuis près de 18 mois, Lincoln est plutôt contre. Lincoln, lui, préférerait que les Noirs repartent, ou partent tout court, en direction de l'Afrique. Ah, s'ils partaient au Libéria, alors là, ce serait impeccable, parce que d'abord, on n'a pas besoin des Noirs dans le Nord, c'est bien compris, vous l'avez bien compris, c'est essentiellement pour la main-d'œuvre qui travaille dans les champs de coton, et d'autre part, ça réglerait le problème. Et puis, non, la pression est de plus en plus forte, et finalement, en 1863, c'est-à-dire au beau milieu de la guerre, Abraham Lincoln fait adopter la proclamation de l'émancipation. Ça veut dire que désormais, l'esclavage est supprimé, dit Abraham Lincoln. C'est bien de le dire. Mais l'esclavage est supprimé où? Ben, il est supprimé là où les armées du Nord tiennent le territoire, c'est-à-dire en dehors des États du Sud. Ce qui veut dire que l'esclavage reste présent dans les États du Sud. Et ça n'est qu'à la fin de la guerre de sécession, la fin de la guerre civile, qu'il y aura une proclamation qui supprime l'esclavage, c'est-à-dire en 1865. Et en 1865, en effet, là, les armées du Sud reconnaissent leur défaite. Le général qui commandait les armées du Sud, c'est le général Robert Lee, je cite son nom parce qu'il a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il avait épousé la petite-fille de Madame Washington. Monsieur Washington n'avait pas d'enfant. Madame Washington avait, elle, des enfants d'un premier mariage. Et la petite-fille de Martha Washington a épousé le général Robert Lee. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tradition familiale en Virginie. Et Robert Lee, qui a combattu à la tête des armées sudistes, aurait très bien pu combattre à la tête des armées nordistes. D'ailleurs, on lui avait proposé le commandement des armées du Nord. Parce que la plupart des militaires, surtout de haut grade aux États-Unis à cette époque, venaient du Sud et non pas du Nord. Puis Robert Lee avait préféré, en tant que Virginien, il avait préféré, en somme, rester auprès de la Virginie, auprès de ses compatriotes de la Virginie. Ce qui fait qu'il a été par la suite enterré en Virginie, juste en face, de l'autre côté du Potomac, c'est-à-dire juste en face de la Maison Blanche. Si vous voulez aller visiter la tombe de Robert Lee, je vous indique le chemin là. Donc Robert Lee reconnaît sa défaite en 1865 et se rend auprès du général Grant, qui est le commandant en chef des armées du Nord, dans le petit village d'Appomattox, et ça se situe le 9 avril 1865. La guerre est finie. Et pour fêter la fin de la guerre, pour fêter la victoire, le président Lincoln se rend au théâtre à Washington. C'est le 14 avril. Il est assis dans sa loge. Et là, dans sa loge, un acteur qui ne jouait pas ce soir-là est entré discrètement avec un revolver dans la main et un poignard dans l'autre et assassine le président Lincoln. C'est le 14 avril 1865, c'est quelques jours après la fin de la guerre. C'est le premier président des États-Unis qui a été assassiné. Il y en aura 3 autres. Je précise qu'au total, il y a 4 présidents des États-Unis qui ont été assassinés. Le dernier en date, c'est John Kennedy. Donc ça veut dire que, à partir de ce moment-là, la réconciliation entre le Sud et le Nord devient extrêmement difficile. Mais le Nord a gagné, l'Union a gagné, l'Union l'a emporté, la Confédération disparaît, et l'esclavage est aboli en 1865. Alors, une fois qu'on a aboli l'esclavage, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait des Noirs? Les Noirs, il faut bien qu'ils travaillent, il faut bien qu'ils aient une activité économique, il faut bien que les champs de coton soient cultivés. Qui va le faire? On dit ce sera les Noirs, mais les Noirs ils seront libres. Alors on va leur donner une mule. Bon, une mule, oui d'accord. Enfin, comme jusqu'à maintenant, ils étaient dépendants de leurs propriétaires, comme ils étaient dépendants de leur maître,
il est évident que l'indépendance des Noirs est plus théorique que pratique. Donc ça veut dire qu'il faut d'autres textes pour assurer, en somme, qu'il y ait un minimum d'égalité entre Noirs et Blancs. Égalité entre Noirs et Blancs dans le Sud? Mais vous n'y pensez pas quand même. C'est absolument inconcevable. C'est inconcevable parce que, par définition, les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Donc il n'est pas question que les Noirs puissent avoir les mêmes droits que les Blancs. Et par conséquent, si les nordistes imposent quoi que ce soit aux gens du Sud, ben les gens du Sud vont trouver les moyens de combattre les décisions qui sont prises par le Nord. Alors, comment les combattre? Eh ben, on crée des sociétés secrètes, comme par exemple le Ku Klux Klan, qui est créé en 1866, juste après la fin de la guerre, et qui va subsister pendant quelques années. Alors, qu'est-ce que c'est que le Ku Klux Klan? Ben, ce sont des gens, des hommes, qui se déplacent à cheval, qui mettent une cagoule pour qu'on ne les reconnaisse pas, et pour faire peur aux Noirs, et qui ont pour but de chasser les Noirs, ou éventuellement de les tuer, pour leur imposer en somme la domination des Blancs, pour que les Noirs ne croient pas qu'ils ont accédé à l'égalité. Alors, finalement, le Ku Klux Klan est dissous parce que les autorités fédérales imposent la dissolution. Mais ce qui subsiste malgré tout, c'est l'idée de ségrégation. C'est-à-dire que l'esclavage a disparu, la ségrégation apparaît. La ségrégation, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tout est séparé. On ne peut pas concevoir que des Blancs et des Noirs vivent côte à côte, sauf, bien sûr, pour le travail, lorsque les Noirs servent de main-d'œuvre. Mais que ce soit dans l'habitation, que ce soit dans l'éducation, quand les Noirs peuvent accéder à l'éducation, dans tous les actes de la vie quotidienne, il y a séparation. Et il y a même quelque chose de significatif, c'est que dans les trains, parce que les trains commencent à être très développés dans les États-Unis de la fin du XIXe siècle, dans les trains, il y a des wagons pour les Noirs et il y a des wagons pour les Blancs. Et il se trouve, à la fin du XIXe siècle, qu'un mulâtre, bon, il a des origines noires, mais enfin, apparemment, il semble blanc, s'installe dans un wagon réservé aux Blancs. Oh, scandale! C'est impossible, ça, c'est pas concevable. C'est contraire à la règle. Alors, il y a procès. Et le procès va jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême, en 1896, rend un arrêt que l'on résume par deux mots. Ces deux mots sont séparés, mais égales. Séparés, mais égales. C'est pas, si on les sépare, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait égaux. Hein. Mais enfin, ça veut dire quand même que la ségrégation est reconnue par l'arrêt de 1896. Et cet arrêt de 1896 ne sera supprimé que par un autre arrêt de la Cour suprême. Mais un autre arrêt de la Cour suprême, vous avez deviné que les juges ne sont plus les mêmes, parce que c'est un arrêt qui date de 1954. Donc c'est-à-dire que 58 ans plus tard, la ségrégation est interdite par un arrêt de la Cour suprême. Ce qui veut dire qu'entre 1896 et 1954, elle est officielle, elle est autorisée, et elle s'applique à tous les instants de la vie. Depuis la naissance jusqu'à la mort. Un exemple, les écoles sont séparées, les cimetières sont séparés, la vie quotidienne est séparée. Donc tout est séparé, et en particulier, plus encore dans le sud que dans le nord. Alors ça ne veut pas dire qu'en 1954, tout change, on entre définitivement dans une situation paradisiaque. Pas du tout. Mais ça veut dire qu'au fond, le mouvement de la déségrégation a commencé.
Et ça, c'est une des conséquences lointaines de la guerre de sécession, c'est-à-dire qu'au fond, c'est quelque chose qui arrive plus tard. Et une fois que la guerre de sécession est terminée, alors ce qu'on peut dire, c'est que les Américains songent dès lors à mettre en valeur l'immense territoire qui est le leur. C'est-à-dire que les grandes plaines, vous savez, les grandes plaines pendant... Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont certainement déjà allés aux États-Unis, mais quand on traverse les États-Unis, les grandes plaines, c'est interminable. C'est interminable, mais c'est d'une richesse formidable. Non seulement parce qu'au départ, c'était l'élevage des bovins. Puis après, c'est la culture du blé, c'est la culture du riz, c'est la culture du coton. C'est-à-dire qu'au fond, il y a beaucoup de possibilités. Et puis au-delà des grandes plaines, il y a des rocheuses. Et puis au-delà des rocheuses, il y a la Californie. C'est-à-dire qu'au fond, il y a tout un ensemble à mettre en valeur. À mettre en valeur sur le plan agricole, à mettre en valeur sur le plan industriel, c'est-à-dire à faire des États-Unis une puissance économique de tout premier ordre. Et c'est alors que l'immigration prend tout son essor. Alors, je vous ai dit, 31 millions d'habitants en 1860, mais déjà au début du XXe siècle, il y a 105 millions d'habitants. Alors, évidemment, on fait un peu le tri, hein, c'est-à-dire que, par exemple, on constate que pour construire les voies de chemin de fer, il faut faire appel à la main-d'œuvre chinoise, il faut faire appel à des coulis. Alors on fait venir des coulis, puis au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que les coulis, ils restent. Et non seulement ils restent, mais ils font venir leur famille. Alors à partir de 1882, on interdit l'immigration chinoise. Et l'immigration chinoise est interdite aux États-Unis jusqu'en 1943. Et les autres immigrations vont être à leur tour limitées, mais ça c'est plus tard, c'est après la Première Guerre mondiale. Donc tout ça en somme pour vous indiquer que la guerre de sécession a laissé des traces, et des traces profondes qui font que, aujourd'hui encore, dans certaines manifestations, comme par exemple la manifestation du 6 janvier 2021 devant le Capitole, vous aviez des manifestants qui portaient le drapeau de la Confédération. Des manifestants qui, en somme, montraient qu'ils n'avaient rien oublié de la guerre de sécession, qu'ils étaient encore partisans de cette sécession à l'égard des États du Nord, des États libéraux, des États révolutionnaires, des États, en somme, qui sont contraires à l'idéologie qui peut prévoir dans le Sud. Donc tout cela, en somme, pour vous dire que la guerre de sécession a beaucoup marqué l'histoire des États-Unis et qu'il est particulièrement regrettable, je termine par où j'ai commencé, qu'il est particulièrement regrettable qu'un certain nombre de jeunes Américains soient incapables de situer chronologiquement la guerre de sécession. Mais ça n'est plus votre cas, puisque maintenant vous savez qu'elle a commencé en 1861 et qu'elle s'est terminée en 1865. Bravo. J'espère que vous applaudissez à la guerre de sécession. Hein. Alors, monsieur Savitsky. Je vous avais bien dit que c'était une pointure. Alors, j'ai vu une première main se lever par ici. Et je vous prends le micro. Oui, vous avez parlé de l'industrie du tabac, mais vous n'avez pas parlé de l'industrie du sucre, la canne à sucre. Qui était très importante. Alors, aussi le mouvement anti-esclavagiste qui existait aussi en Angleterre, qui avait des pamphlets, qui avait des journaux, et qui a influencé les Américains. vous avez tout à fait raison, il faut en effet ajouter aux productions la canne à sucre, en particulier en Louisiane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, la Louisiane produit du sucre. Hein. Mais si on compare la production du sucre avec celle du riz, et plus encore avec celle du coton, le sucre c'est quand même relativement secondaire. Oui. Mais cela dit, c'est très important dans un État comme la Louisiane, par exemple. Je ne dis pas que la Nouvelle-Orléans est construite sur le sucre, mais c'est tout comme. Hein.
Donc l'industrie du sucre, enfin la culture du sucre, est certainement une culture qu'il ne faut pas oublier, et vous avez bien raison de me le rappeler. Voilà. Oui, en fait, moi j'ai un petit problème de terminologie. Oui. Quand vous dites bien sûr que la guerre de sécession est une guerre entre Américains, du Nord et du Sud, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pourquoi on utilise le mot américain alors que moi j'ai des amis canadiens qui sont des Américains aussi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé un nom spécifique pour les Américains des États-Unis? Parce que même, on pourrait presque dire aussi que les Mexicains sont des Américains. Donc c'est ma question. J'aimerais vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé un nom comme états-unien ou je ne sais pas. On utilise parfois le mot états-unien. Mais si vous dites par exemple aujourd'hui il y a des élections états-uniennes, je ne suis pas certain qu'on vous comprenne beaucoup. Hein. Mais c'est-à-dire que les États-Unis ont capturé le terme d'américain. Non, alors évidemment, vous avez tout à fait raison de dire que les Canadiens sont des Américains, les Mexicains sont des Américains. Ben, c'est l'habitude. C'est l'habitude. De même que on dit les Chinois, ben, les Chinois ils sont répartis entre des différentes provinces. Et pendant un certain temps, les Français, comme vous le savez, c'était les habitants de l'Île-de-France. Donc nous aussi, nous sommes coupables. Ouais. Tous coupables. Mais pas responsable. Bonsoir. Alors, j'ai une question à propos des hommes politiques du Nord. Est-ce que en 1960, en 61, une partie était indifférent à la sécession et se disait, si les États du Sud veulent prendre leur indépendance, on leur donne et les deux États distincts cohabitent avec oui, leur vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une opinion qui recouvre 100% de la population. Dans les États du Nord, le principal souci, c'était de continuer à faire de bonnes affaires. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont pour l'essentiel des marchands, ce sont des industriels, ce sont des commerçants, c'est-à-dire que ce sont des Américains qui sont plutôt modernistes si on les compare avec les sudistes. Les sudistes sont des partisans, en somme, d'une économie qui est moderne et dynamique, hein, parce que le coton est une production qui rapporte, et je l'ai dit, qui a une dimension mondiale. Mais les sudistes sont plutôt tournés vers le passé, vers la tradition, tandis que dans le Nord, on est ouvert à toutes les innovations. C'est dans le Nord, au fond, que l'on développe les chemins de fer, c'est dans le Nord que l'on crée des usines, c'est dans le Nord qu'on se lance dans des opérations commerciales. Et si vous prenez un exemple qui me paraît très significatif, Andrew Carnegie était d'origine écossaise. Avec sa famille, il a émigré aux États-Unis en 1848. Il ne va pas s'installer dans le Sud, parce que dans le Sud, c'est une société qui est quand même relativement fermée, avec des ambitions aristocratiques, même si ce ne sont pas des nobles. Ils considèrent qu'ils font partie d'une caste, la caste des propriétaires, la caste des planteurs. Alors Andrew Carnegie, lui, va dans le Nord. Il va d'abord en Pennsylvanie, et puis après, il va en Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire que Andrew Carnegie se met tout d'abord à travailler comme postier, c'est-à-dire il portait les courriers, puis de postier il s'intéresse au chemin de fer, il construit avec d'autres, il construit des rails, il construit des wagons, et puis petit à petit il devient le milliardaire que l'on sait. C'est-à-dire qu'au fond, il a trouvé sa voie dans le Nord et il ne la trouve pas dans le Sud. Ce qui veut dire que les gens du Nord, à la limite, se seraient volontiers débarrassés du Sud, à condition de pouvoir continuer à exporter, parce qu'eux-mêmes,
sont aussi des exportateurs à condition de pouvoir exporter le coton. Pas le cultiver, parce qu'on ne cultive pas le coton dans le Nord. Donc si vous voulez, l'esprit du Nord est un esprit d'ouverture, c'est un esprit moderniste, alors que l'esprit du Sud est plutôt tourné vers la tradition, vers le passé. Et c'est ce qui explique en somme que dans le Nord, au fond, on pouvait dire, bah écoutez, si les États du Sud veulent être séparés, veulent être indépendants, libre à eux, hein, l'essentiel c'est que le commerce continue. Mais ça, c'est une minorité qui pense cela. Et parce qu'à vrai dire, la majorité dans le Nord estime que le pays c'est un tout, le pays est homogène, le pays doit rester uni, et qu'en conséquence, la sécession est contraire aux idées que l'on peut avoir de l'unité nationale. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots des démocrates? Parce qu'aujourd'hui se présentent, enfin ils sont d'ailleurs les défenseurs des minorités. Ils ont porté le premier président noir à la Maison-Blanche. Mais à l'époque de la guerre de sécession, j'ai cru lire qu'en fait ils étaient plutôt défenseurs de l'esclavagisme. Et quand et comment s'est fait le basculement? J'aurais été étonné que l'on ne parlât pas des élections du midterm. Alors on ne va pas en parler, mais on va en effet, je vais essayer de répondre à votre question. Les démocrates, c'est un parti qui a été créé au début du 19e siècle, notamment par Jefferson. D'ailleurs, au début, c'était même, on disait même les républicains démocrates. Et d'un autre côté, il y avait les libéraux, les Whigs. Et puis, dans le courant du 19e siècle, les démocrates ont eu leur heure de gloire, et en particulier, la plupart des présidents étaient des présidents démocrates. Le précédent celui qui a précédé Lincoln, c'est-à-dire un président démocrate qui succédait à un président démocrate. Mais ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, quand les républicains ont été créés, ils ont occupé une place parmi les éléments progressistes. J'hésite à dire les éléments de gauche parce que c'est pas la gauche, ça n'a pas de sens aux États-Unis de dire la gauche, la droite. Mais parmi les éléments progressistes, c'était les républicains. Et puis, il s'est produit quelque chose au XXe siècle. Au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire aux élections de 1920, ce sont les républicains qui l'ont emporté. Et vous savez sans doute que le président qui était à la tête des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, Woodrow Wilson, était un président démocrate. Auparavant, il y avait eu un président républicain qui était Theodore Roosevelt. Bon. Mais ça veut dire qu'à partir de 1920, les républicains sont devenus de plus en plus conservateurs. Et l'arrivée au pouvoir de Franklin Roosevelt en 1932, il a été élu, et en 1933 il prend ses fonctions, qui est un démocrate, contrairement à son lointain cousin Théodore qui lui était républicain. Donc l'arrivée au pouvoir de Franklin Roosevelt fait que les républicains cessent d'incarner le mouvement, le changement, la réforme, et au contraire deviennent la personnification du conservatisme à cette époque. Tandis que les démocrates, eux, apparaissent comme les partisans du mouvement, du changement, et de la participation très active du gouvernement fédéral à la vie économique et sociale. C'est en somme toute la philosophie du New Deal de Franklin Roosevelt. Et Franklin Roosevelt, qui a été élu 4 fois, aujourd'hui c'est interdit, mais qui a été élu 4 fois, a donc été président des États-Unis de 1933 jusqu'à sa mort en 1945. Et par la suite, les républicains ont dû s'adapter petit à petit au changement. Alors aujourd'hui, je ne dis pas que les républicain sont plus réformistes que les démocrates, parce qu'en fait, dans les partis américains, il n'y a pas l'idéologie est beaucoup moins forte que dans nos partis à nous.
encore qu'aujourd'hui dans nos partis. Bon, enfin, bref. Je ne suis pas là pour commenter la vie politique française. Mais ça veut dire qu'en somme, les démocrates apparaissent comme plus favorables aux réformes que les républicains. Et en particulier avec des présidents comme John Kennedy, qui n'a guère eu le temps de réformer le pays, mais surtout son successeur, Lyndon Johnson, qui a fait adopter toute une série de lois sur les relations interraciales, sur les pratiques démocratiques, sur le rôle du gouvernement fédéral, qui ont donné en somme une figure particulière aux démocrates, alors que les républicains étaient des adversaires. Bon alors, par la suite, vous savez, tout devient compliqué parce que Ronald Reagan, le républicain, c'est aussi une figure très importante dans l'histoire des États-Unis, avec les 2 mandats qu'il a remplis. Clinton, démocrate, lui, beaucoup moins. Clinton avait quelques tendances qui n'étaient pas tout à fait présidentielles, si vous suivez mon regard. Donc, vous avez ensemble une sorte de réorganisation des partis politiques, ce qui fait que aujourd'hui, le parti républicain, qui est pour l'essentiel entre les mains des partisans de Donald Trump, apparaît comme plus à droite que le parti démocrate. Mais vous avez parmi les républicains des gens qui ne suivent pas Donald Trump, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin ça arrive, et vous avez aussi parmi les démocrates des gens qui sont beaucoup moins réformistes qu'on ne pourrait l'imaginer. Donc cette distinction gauche et droite s'applique mal aux États-Unis. Et ça s'applique en France parce que c'est la tradition, à gauche siègent ceux qui veulent les transformations sociales et à droite ceux qui n'en veulent pas. Ben, encore que ce soit très contestable de faire cette distinction. Mais aux États-Unis, c'est quasiment impossible. Juste, pendant la guerre de sécession, les démocrates sont pro-esclavage? Les démocrates, pendant la guerre de sécession, restent partisans de l'union, mais d'une union qui permettrait, en somme, aux États du Sud de continuer à vivre leur vie. Et d'ailleurs, aux élections de 1860, le candidat démocrate, les candidats, parce qu'il y en avait plusieurs candidats démocrates, ne voulaient pas supprimer l'esclavage. D'ailleurs, le candidat républicain en 1860 ne disait pas « je veux supprimer l'esclavage ». Il disait simplement « l'esclavage ne correspond pas à l'esprit américain, mais on verra plus tard ». Bon, plus tard, ça a été 1863 ou 65. Donc, si vous voulez, les démocrates apparaissaient en 1860 comme plus à droite que les républicains, et aujourd'hui, les choses ont changé. Je dirais que le moment clé du changement, c'est Franklin Roosevelt, et c'est qui fait que les démocrates apparaissent plus à gauche que les républicains. Mais encore une fois, méfiez-vous de ces clivages, ça s'applique à la France et encore, mais ça ne s'applique pas tout à fait aux États-Unis. Monsieur, comment Pardon. Il y a une chose dont on parle très rarement, ou pratiquement jamais, c'est les camps de concentration qui ont été créés entre les deux belligérants et qui étaient dignes de, avec la pire cruauté. On a trouvé des personnes affamées et ce qu'on a retrouvé dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le terme de camp de concentration est sans doute excessif. Ce sont des camps de prisonniers. C'est pas tout à fait pareil. Oui, mais brutaux. Ah, d'accord. Mais un camp de concentration, c'est par définition un camp dans lequel on enferme des civils, qu'ils soient des hommes, des femmes, voire des enfants. Ça n'était pas le cas. Alors, il y a eu des camps de concentration aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, lorsque les États-Unis ont pénétré, par exemple, dans l'île de Cuba. Là, il y a eu des camps de concentration, mais encore une fois, sans aucun rapport avec les camps de concentration nazis. Hein. C'est tout à fait différent. Il faut pas mélanger les choses, même si le terme est identique. Alors, dans le cas
que vous évoquez, c'est-à-dire la guerre de sécession, ces camps de prisonniers ont été en effet dénoncés comme des lieux particulièrement insalubres et extrêmement dangereux pour ceux qui y étaient précipités. Pourquoi? Parce que rien n'était prévu pour les prisonniers. Parce que rien n'était prévu, en somme, pour recevoir ces soldats ou ces officiers qui avaient été faits prisonniers au cours d'une bataille, et on ne savait pas très bien comment s'en sortir. Donc, finalement, c'est vrai, ces camps de prisonniers, je dis bien de prisonniers, pas de déportés, c'est pas des déportés, hein. Ces camps de prisonniers ont été certainement des lieux insupportables, des lieux qui étaient contraires à la définition que l'on peut donner de l'humanité, mais encore une fois, ça s'applique surtout aux armées du Nord, qui ont fait beaucoup de prisonniers, et accessoirement aux armées du Sud, qui, elles, ont fait beaucoup moins de prisonniers que les armées du Nord. Donc, camp de concentration, non. Camp de prisonniers, oui. Madame. Non. Ah pardon, excusez-moi. Non, allez-y, moi je suis perdu. Allez-y. Oui, c'est vous, madame. Moi, je crois. Au contraire, oui. Bon, Allez-y, madame, allez. Bonjour. Bonsoir, je voulais juste... Bah alors, allez-y. Oui, c'est vous, madame. Est-ce que j'ai bien compris que l'abolition de l'esclavage, donc c'était 1865, mais j'ai compris qu'il y avait une date auparavant qui était la date légale de l'abolition? Non. Non. Ce En qui était- 1808, non, de quoi avez-vous parlé en 1808? En Angleterre? Non, c'était la traite internationale qui a été interdite. À la traite internationale. Mais ceci C'est le dit- commerce des esclaves. Oui, mais il a cependant perduré. Mais le commerce des esclaves n'était pas interdit sur le territoire américain. Il était interdit du point de vue international. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus transporter des Noirs d'Afrique vers l'Amérique. En principe, la flotte anglaise était là pour assurer la suite de cette interdiction. Donc c'est la traite internationale. Alors, il y a eu un mouvement d'émancipation des esclaves aux États-Unis dès 1831, avec un homme qui avait pour nom William Lloyd Garrison, qui réclamait la fin de l'esclavage. Il la réclamait, mais il ne l'a pas obtenue. Ça veut dire que dans le Nord, il n'y avait pratiquement plus d'esclaves, quelquefois des esclaves qui existaient encore, mais ce n'était pas une société fondée sur l'esclavage, tandis que le Sud est une société fondée sur l'esclavage, et cela jusqu'en 1865. Et puis j'avais juste une autre... Ah non, on avait dit que... Petite... Non, on lui accorde un repêchage. C'était juste, je voulais connaître un petit peu l'histoire de ces personnes noires qui venaient, comment on allait les chercher, comment ils arrivaient, est-ce qu'on les appâtait, est-ce qu'on leur disait, ben voilà, tu vas arriver là, tu vas avoir ça. Je voulais savoir comment ça se passait, l'arrivée de ces personnes-là. Alors, l'arrivée ou le départ? Non, l'arrivée de leur pays. C'est-à-dire quand ils arrivaient sur le territoire américain, on les achète. On les achète. Ben oui, c'est une marchandise. C'est-à-dire qu'on achète au transporteur la marchandise qu'il a transportée. C'est-à-dire qu'il y a ça vaut au XVIIIe siècle, hein, puisque à partir du XIXe, on n'achète plus au transporteur, puisque la traite internationale est interdite. Donc on achète au capitaine du navire, par exemple, 3 hommes ou 3 enfants, enfin bref, c'est une marchandise. Donc on achète. Voilà, c'est tout. Oui, bonjour. Bonjour. Depuis assez longtemps, je m'intéresse un peu à ce qui se passe, notamment lorsqu'il y a les élections aux États-Unis. Et j'en étais arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas plus désunis que les États-Unis. Quand on regarde un petit peu comment les élections présidentielles, comment les États sont organisés, en fait, c'est pas une nation, c'est 50 États qui essayent de vivre à peu près ensemble, avec des différents... bon,
d'abord chaque État a sa propre constitution, chaque État a son propre assemblée, ses propres sénateurs, ses propres lois et tout ça. Il n'y a que le billet vert, la politique internationale et certaines choses qui leur sont communes, mais c'est à peu près tout. Donc la question que je me pose, c'est j'ai toujours été étonné comment est-ce qu'un État comme ça arrive depuis à peu près 150-200 ans à vivre. Il y a eu la guerre de sécession, mais même je me pose la question comment depuis la guerre de sécession, un État comme ça est arrivé jusqu'à présent à vivre à peu près uni et qui n'a pas d'ores et déjà explosé à l'occasion d'autres crises qui se sont créées depuis 150 ans. Ce qui m'étonne, c'est que d'autres États, parce que je sais que les constitutions de certains États... Il faudrait poser une question. Les constitutions de certains États les autorisent à faire sécession encore. Il y a même eu un film là-dessus. Comment se fait-il que cet État arrive encore à vivre comme ça? Merci. Est-ce que désormais, alors je crois que vous êtes au moins une cinquantaine ou une centaine, je ne sais pas, à vouloir poser les questions. Est-ce que ce serait possible de poser des questions très très courtes pour éviter que monsieur Caspi, bah oui, hein, pour éviter que monsieur Caspi ne dorme ici. Moi, je ne pense pas que vous vouliez dormir ici, hein. Non, mais Référence, non. Mais moi non plus. Hein. Donc, monsieur Caspi, je vous laisse répondre. Et puis, pour les personnes qui voudraient poser une question, désolé, mais je suis perdu. Et merci de poser des questions qui durent environ une demi-seconde. Une demi-seconde. Merci. Je crois que il ne faut pas considérer que les États-Unis soient un État centralisé. C'est le contraire. Le contraire. Ce qui fait la caractéristique de la population américaine, c'est son goût des libertés individuelles et des libertés locales. Donc c'est vrai pour chacun des 50 États, mais à l'intérieur des États, c'est vrai pour les comtés, c'est vrai pour les villes, c'est vrai pour les villages, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté permanente de manifester la liberté individuelle, mais une liberté individuelle qui nécessairement doit être limitée pour permettre en somme le développement de la communauté tout entière. Ce qui veut dire en somme que vous avez raison de dire que ce qui se passe par exemple dans l'État d'Hawaï, qui est l'un des derniers États à entrer dans l'Union, et ce qui se passe dans l'État de New York, c'est très différent. Il y a des milliers de kilomètres qui les séparent. Mais il y a cette volonté d'être ensemble pour le développement économique, pour l'organisation sociale, pour l'unité politique dans la mesure où elle est possible. Mais regardez par exemple le fait que toute l'histoire politique des États-Unis repose sur deux partis. Bon, tout à l'heure on parlait des démocrates et des républicains en 1860, mais on pourrait parler aujourd'hui des républicains et des démocrates en 2022. Donc ça veut dire qu'il y a deux partis. À l'intérieur de chacun de ces partis, il y a des tendances. Mais il y a cette volonté en somme de se rassembler de telle manière que l'on puisse tirer profit de cette unité. Alors une unité qui suppose une certaine liberté, c'est contraire à l'idée que nous nous faisons de la centralisation. Les Français sont centralisateurs. C'est-à-dire que quand on est à Paris, on n'admet pas que Marseille fasse différemment. On n'admet pas que Perpignan ait une politique différente de celle de la rue de Rivoli. Bon, c'est une conception, elle vaut ce qu'elle vaut. Aux États-Unis, c'est différent. C'est-à-dire qu'au fond, la liberté individuelle permet justement l'expression de ces libertés locales, toujours dans la perspective d'une réunion qui donnerait en somme toute l'efficacité à cette unité. Alors évidemment ma réponse ne vous satisfait pas, mais c'est pas grave. Je crois qu'il y a madame là-bas. Madame, je me faufile. Bonsoir. Oui. Alors, je souhaiterais vous demander éventuellement de caractériser les conditions d'une guerre civile. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre civile? Voilà. À propos des proportions, par exemple. Une guerre civile, c'est quand... 700 000 morts pour... Ah non, c'est pas une question de nombre de morts. Ouais. C'est simplement quand une partie de la population fait la guerre à une autre partie de la population. C'est tout. Oui. Bon, ben voilà, ça c'est une guerre civile. Si vous prenez par exemple, tenez, je vais me lancer dans une comparaison
audacieux. Si vous prenez par exemple le cas de l'Ukraine, si vous considérez que l'Ukraine fait partie d'un ensemble qui est à la tête duquel se trouve la Russie, c'est une guerre civile. Si vous considérez que l'Ukraine c'est une nation qui a un sentiment national, une unité nationale, qui a une histoire différente de l'histoire de la Russie, ça n'est pas une guerre civile. C'est ce qu'on appelle en anglais une guerre étrangère. Voilà. Donc la guerre civile aux États-Unis, c'est lorsque des Américains prennent des armes contre d'autres Américains, c'est-à-dire que des Américains tuent d'autres Américains. Ça c'est une guerre civile. Ça, c'est une guerre civile. Comme la guerre civile espagnole. Pardon ? Comme la guerre civile espagnole. Oui, si vous voulez, dans une certaine sens, c'est comme la guerre civile espagnole. Alors, nous en France, nous avons connu des guerres civiles, enfin des émeutes civiles, ça dépend des cas. Si vous prenez le cas pendant la Révolution française, par exemple, c'est un cas de cité. Mais aux États-Unis, la guerre de sécession, comme on dit, comme on dit aussi la guerre civile, c'est véritablement deux États, deux confédérations, deux fédérations, deux armées, deux chefs d'État qui s'opposent l'un à l'autre. C'est-à-dire, au fond, l'idée des États du Sud, c'est qu'ils forment une nation, et une nation différente de la nation du Nord. Et c'est cette idée-là que Lincoln le combat et pour laquelle d'ailleurs il est arrivé à la victoire et il a été assassiné d'ailleurs dans ces conditions-là. Bonjour, oui, j'avais une question. Comment est commémorée actuellement dans les États-Unis la guerre de sécession? Alors évidemment, ça dépend des États. Vous avez deviné. Si vous posez la question en Géorgie, on vous donnera une réponse, et si vous la posez dans le Massachusetts, on vous donnera une autre réponse. Bon, alors, est-ce que la guerre de sécession est-elle commémorée? Alors, on commémore la naissance de Lincoln. Il y a le Lincoln Birthday, ça c'est vrai. Mais on ne commémore pas Appomattox. Bon. Les commémorations aux États-Unis, d'abord il y en a un peu moins qu'en France, et puis elles sont plus centrées sur les temps présents que sur les temps lointains. C'est-à-dire qu'on commémore éventuellement l'assassinat de Martin Luther King, mais qui date de 1968. Donc si vous voulez, c'est un peu différent de ce qui se passe en France. Alors on commémore le 11 novembre aux États-Unis, mais un peu moins que le 8 mai 1945. Le 11 novembre, c'est plutôt une commémoration européenne. Mais c'est aussi un jour, en principe, c'est aussi un jour de commémoration aux États-Unis. Si vous voulez, je crois que les États-Unis sont moins commémoratifs que les Français. C'est peut-être parce que il y a eu beaucoup d'événements, parce que ce sont des descendants d'immigrants, on peut trouver des tas de raisons. Mais il n'y a pas cette religion de la commémoration telle qu'elle existe en France. Voilà. Pardon de vous ramener à l'actualité, mais justement dans les articles qu'a cité Patrice tout à l'heure, en parlant de nouvelle guerre civile, alors est-ce que justement c'est une méconnaissance des journalistes dont vous parliez au départ en disant qu'effectivement ils ne connaissent pas leur histoire, ou est-ce que effectivement on est au bord du précipice aujourd'hui? Je ne veux pas vous emmener trop loin parce que je sais que vous ne voulez pas dormir ici, mais simplement en fait. Votre question est très importante et c'est pour ça que je m'accorde 10 secondes de réflexion. Les États-Unis sont aujourd'hui désunis. Ils sont désunis parce qu'il y a de toute évidence deux camps qui s'opposent et des camps mais des camps qui ne sont pas prêts, si vous voulez, à faire sécession. Il n'y a pas la volonté, par exemple, de la part des partisans de Donald Trump, de créer un État qui serait trompien. Mais il y a la volonté du côté de Donald Trump de prendre d'assaut l'ensemble des institutions, c'est-à-dire de transformer les États-Unis tels qu'ils le souhaitent.
Et de la part des démocrates, il y a la volonté de maintenir les États-Unis tels qu'ils sont. Donc il y a des divisions qui portent sur des thèmes, par exemple sur l'avortement, sur l'immigration, sur la criminalité. Voilà, il y a des thèmes qui font que, ou sur les institutions politiques, il y a des thèmes qui divisent profondément les Américains. Et c'est pour ça qu'on peut dire que les États-Unis sont désunis. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, ou ils arrivent mal, à constituer un consensus. Mais on ne peut pas dire que les États-Unis soient au bord de la guerre civile, sauf, bien sûr, lorsque l'on assiste à des manifestations violentes, comme celle du 6 janvier 2021, où là, on a eu l'impression, au fond, qu'il y avait une volonté de prendre d'assaut le Capitole pour imposer aux élus de choisir le bon président, c'est-à-dire Donald Trump, et non pas le président qui avait été élu de peu, c'est-à-dire Joe Biden. Donc là c'est une menace. Mais c'est pas une menace de séparation, c'est une menace pour la capture. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'il faut mettre la main sur l'État tout entier, mais non pas de diviser le pays en deux. Alors, une dernière question, vous voulez bien? Oui, oui. Ouais, du coup, ça va un peu dans le prolongement. L'avant-dernière question, parce que madame... Ah d'accord, ça va un peu dans le prolongement de celle de madame, dans le sens où, est-ce que vous ne pensez pas que le clivage qui existe aujourd'hui découle un petit peu de tout ce que vous nous avez expliqué ce soir aux États-Unis, c'est-à-dire un clivage un petit peu des mécaniques qu'on voit encore entre la vie des villes, la ville des champs, et est-ce que par rapport à ce que vous disiez entre la guerre économique entre ceux qui sont pour le coton et l'esclavage et les autres, ou l'immigration qui est majoritairement anglaise et française dans le nord et plutôt hispanique et portugaise dans le sud, est-ce que pour vous il y en a une qui est plus le facteur que l'autre, ou c'est un peu de tout ça, ou est-ce que c'est une philosophie qui a entraîné la culture du coton et la traite de l'esclavage comme elle est, ou c'est parce que c'est la géographie, l'histoire qui a fait que... Vous savez, ce que je crois quand même, c'est que les États-Unis d'aujourd'hui sont quand même très loin des États-Unis d'Abraham Lincoln. Bon, d'accord. Il y avait, au temps d'Abraham Lincoln, un clivage très profond entre ceux qui défendaient l'esclavage et ceux qui défendaient une autre idée des États-Unis, c'est-à-dire une nation plus moderne. Aujourd'hui, la division est différente. Donc, je ne crois pas que l'on puisse comparer les deux situations. D'autant plus que les Américains d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les Américains de 1860. Vous allez me dire, bien sûr, depuis 1860, ils sont tous morts. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que la composition de la population n'est pas la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population est faite en grande partie de cette immigration qui a été très importante au XXe siècle, très diversifiée, et notamment avec l'arrivée des latino-américains, mais aussi l'arrivée des asiatiques qui tiennent une place importante. Donc tout ça fait que c'est difficilement comparable. Alors qu'il y ait des tendances séparatistes, oui, qu'il y ait la volonté dans tel ou tel État de maintenir la personnalité de l'État aux dépens de l'idée d'un État central, oui, là je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on veuille créer une unité politique qui soit différente de celle qui existe à Washington. Au fond, si je résume, les dissidents veulent prendre Washington, ils ne veulent pas se séparer de Washington. C'est ça la différence. Madame. Oui, bonsoir. Juste une petite question sur le succès de la création du Libéria. Comment ça s'est passé? C'est anecdotique. Ça vous intrigue, ça, hein? Non, mais bon, vous saviez que le bien Libéria... sûr, bon, bien sûr. Le Libéria est un État africain. Si je ne me trompe, le président de la République du Libéria est un ancien footballeur, d'ailleurs, qui s'appelle Weah. Ça, j'ai retenu. Mais le Libéria, en tant que tel, est un petit État qui dépend en grande partie de l'aide américaine.
C'est-à-dire qu'il y a toujours des liens, aujourd'hui, entre le Libéria et les États-Unis. Cela dit, je ne peux pas dire que le Libéria ait beaucoup marqué l'histoire de l'Afrique. Enfin, c'est quand même une idée intéressante de la part des Américains, qui était en somme d'envoyer tous les Noirs retourner en Afrique. Ça pouvait être une sorte de sionisme noir. Mais les Noirs aussi ont voulu faire ça. Oui, certains. Oui, certainement, mais pas beaucoup. Donc, si c'est du sionisme noir, il faut dire que c'est un mouvement sioniste extrêmement limité. Non, excusez-moi, je pense qu'on va arrêter. Passez-vous, c'est pas de problème. Hein, Qu'en était-il de l'attitude pendant cette guerre? Qu'en était-il de l'attitude des Indiens? Oh là! D'abord, le terme d'Indien est mal choisi, comme vous le savez, puisqu'ils ne viennent pas d'Inde et ils appartiennent à des populations qui sont extrêmement diverses les unes des autres, entre les Sioux, les Arapaho, etc. Et les Cherokees. Et puis, ils ont eu une histoire très différente. Par exemple, si on prend le cas des Cherokees habitaient la Floride. Ils ont été expulsés dans les années 1830 et chassés de l'autre côté du Mississippi. Donc, les Indiens, comme on dit, sont en dehors de cette guerre de sécession. Ils sont des spectateurs, ils ne sont pas des acteurs. Ils n'ont rien à gagner ni d'un côté ni de l'autre. Parce que d'un côté comme de l'autre, à cette époque, je dis bien, ce que l'on veut surtout, c'est que les Indiens fichent le camp et qu'on puisse occuper leur tête. Voilà. Alors, ça a changé depuis, hein, mais dans les années 1860-70, il y a encore des guerres indiennes, d'ailleurs, et notamment... si vous avez vu, c'est la chevauchée fantastique. Hein, dans la chevauchée fantastique, vous avez justement Custer qui est tué au cours de la bataille de Bull Run dans le Dakota du Sud. Donc, si vous voulez, les guerres indiennes continuent, mais elles ne se terminent qu'à partir de 1880-90. Voilà. Super.